Aujourd'hui, si vous regardez BFM TV, si vous écoutez RMC le matin ou si vous lisez La Provence en terrasse à Marseille, eh bien vous consommez, sans le savoir, un produit du même groupe qui fait naviguer un conteneur de jouets chinois jusqu'au port du Havre. Alors ce groupe, c'est CMA CGM, troisième armateur mondial, premier employeur privé de Marseille, propriétaire de chaînes de télé, de journaux et bientôt peut-être d'un bout de FedEx. Et le plus fou dans tout ça, c'est une histoire de famille. Une histoire qui commence dans les années 70 avec un homme quasiment inconnu du grand public et qui se termine, enfin, façon de parler parce que l'histoire continue avec l'un des patrons français les plus puissants de sa génération reçu dans le bureau ovale par Donald Trump. Alors comment on passe d'un armateur libanais qui loue quelques bateaux dans les années 70 à un empire qui pèse plus de 55 milliards de chiffre d'affaires? Eh bien c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui ensemble. Alors pour comprendre CMA-CGM, il faut remonter beaucoup plus loin que les années 70. Il faut remonter à 1851. À cette époque, un armateur marseillais du nom d'Albert Rostand fonde une compagnie de messagerie maritime. Elle deviendra plus tard les Messageries Maritimes. Et quelques années après, en 1855, une autre compagnie voit le jour à Granville, en Normandie, fondée par les frères Pereire. Elle prendra le nom qui va vous intéresser, la Compagnie Générale Transatlantique. C'est elle qui fera traverser l'Atlantique à des paquebots mythiques comme le Normandie ou le France, des navires qui à l'époque sont autant des exploits d'ingénierie que des symboles de prestige national. Alors ces deux compagnies vont vivre leur vie, se transformer jusqu'à ce qu'en 1977, elles fusionnent sous le nom de Compagnie Générale Maritime, la CGM, une entreprise publique sous contrôle de l'État français, toute somme classique. Et pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, un jeune homme d'origine libanaise, Jacques Saadé, se lance de ce côté. En 1978, il va créer sa propre structure, la Compagnie Maritime d'Affrètement, la CMA. Une petite société de sans grands moyens qui loue des navires plutôt que d'en posséder. On est là dès le départ, deux mondes qui n'ont rien à voir. D'un côté, un mastodonte public, symbole de la marine marchande française, de l'autre, un entrepreneur qui démarre avec presque rien. Et c'est cette deuxième structure, la petite, qui va finir par avaler la première. Alors, on va sauter en 1996, la CGM, entreprise publique, va mal. Elle va même très mal et en 92 et 96, l'État a dû lui injecter l'équivalent de 5 milliards de francs pour la maintenir à flot. Et c'est là que la décision est prise, privatiser. Et devinez qui va racheter la CGM? Jacques Saadé et sa CMA pour seulement 20 millions de francs. Alors qu'on regarde les chiffres, ça va piquer un peu les yeux. 3 mois avant la vente, l'État venait de recapitaliser la CGM à hauteur de 1,2 milliard de francs. La trésorerie de l'entreprise dépassait les 900 millions. Et elle va partir pour seulement 20 millions. Alors le monde parlera à l'époque d'un prix dérisoire. Une partie de la classe politique et économique s'étonne, s'agace. Et c'est normal de voir une entreprise historique de la marine marchande française filer pour une bouchée de pain à un entrepreneur venu de la petite CMA. C'est le genre d'épisode qu'on retrouve souvent dans l'histoire des grandes fortunes françaises. Une fenêtre de tir, un rapport d'expertise commandé au bon moment, une bénédiction politique et un pari qui a posteriori s'avère être l'affaire du siècle. Alors la fusion est actée. La CMA plus la CGM égale CMA-CGM. Le nom qu'on connaît aujourd'hui vient de naître. Une fois le socle posé, Jacques Saadé lance la machine à racheter. 98, l'Australian National Line. 2005, Delmas, un concurrent historique basé à La Rochelle pour 600 millions d'euros en 2007. Une compagnie taïwanaise, une marocaine, une américaine. Et quelques années, CMA-CGM grimpe au 4e rang mondial du transport maritime par conteneur, juste derrière les géants Maersk et MSC. Alors ce qui est intéressant à ce stade de l'histoire, c'est la méthode. CMA-CGM ne cherche pas à construire elle-même de nouveaux réseaux à partir de rien. Trop long, trop risqué, elle rachète des entreprises qui ont déjà des routes, des clients et des équipes. Et c'est une stratégie de croissance externe pure qu'on retrouvera à chaque grande étape de l'histoire du groupe jusqu'à aujourd'hui. Mais toute belle histoire a son moment de vérité. Et pour CMA-CGM, c'est ce moment qui va arriver en 2009, la crise financière mondiale qui frappe le commerce international de plein fouet.
le transport maritime s'effondre. C'est la pire chute depuis 1945 et CMA-CGM se retrouve piégé dans une erreur de timing classique. Juste avant la crise, l'entreprise avait commandé une flotte de nouveaux navires, pariant sur une croissance qui ne vient plus. L'entreprise se retrouve au bord du gouffre, il faut recapitaliser en urgence. Et c'est là qu'entre en scène un homme d'affaires turc, Robert Yildirim, donc patron du groupe familial Yildirim, qui injecte 500 millions de dollars en échange de 20% du capital. C'est un sauvetage in extremis par un investisseur étranger sur une entreprise qui 2 ans plus tôt caracolait parmi les leaders mondiaux du secteur. Alors c'est un point de bascule qu'on oublie souvent dans les récits du grand public sur CMA-CGM, mais qui mérite d'être raconté. L'entreprise a foulé la catastrophe et cette expérience-là, cette peur du mur qui va façonner la culture de prudence financière et en même temps d'appétit pour la diversification qu'on observera dans les décennies suivantes. Alors Jacques Saadé a 80 ans et il fait ce qu'ont fait beaucoup de patrons d'entreprises familiales à un moment donné, il passe la main. Son fils, Rodolphe Saadé, devient directeur général en février, puis président du conseil d'administration en novembre de la même année. C'est un moment charnière et c'est aussi ce qui distingue CMA-CGM des autres géants du transport maritime mondial comme Maersk ou MSC, qui sont eux aussi d'ailleurs restés des affaires de famille, contrairement à beaucoup de grands groupes du CAC 40 pilotés par des dirigeants salariés qui changent tous les 5 ou 10 ans. Au gré des conseils d'administration, CMA-CGM reste une entreprise à la vision de long terme incarnée par une lignée. Et Rodolphe Saadé, une fois aux commandes, ne va pas se contenter de gérer l'héritage, il va accélérer et emmener dans des directions que son père n'avait jamais explorées auparavant. Et c'est là que le Covid frappe. Et là, contre-intuitivement, le transport maritime va vivre l'un des plus gros booms de son histoire. Alors voici le mécanisme, très simple. Le commerce mondial se grippe, les ports se congestionnent, la capacité de transport manque cruellement face à une demande qui explose. Tout le monde commande en ligne pendant le confinement. Résultat, les prix du fret sont multipliés par plus de 5. Pour les armateurs, c'est une aubaine historique. CMA-CGM va enregistrer plus de 40 milliards d'euros de profits cumulés sur la période. Rien que sur l'année 2022, le bénéfice net dépasse les 23 milliards d'euros. Soit, pour donner un ordre de grandeur, plus que le bénéfice net annuel du groupe comme L'Oréal ou LVMH à la même époque. Et c'est précisément cet argent, cette manne inattendue qui va financer la deuxième grande transformation du groupe, la diversification à tout azimut. C'est le chapitre le plus surprenant de l'histoire de CMA-CGM et probablement celui que la plupart des Français associent au groupe sans connaître le reste. Avec cette trésorerie abondante post-Covid, Rodolphe Saadé se met à investir dans des secteurs qui n'ont en apparence aucun rapport avec le transport maritime. En 2022, le groupe rachète le quotidien régional La Provence pour environ 100 millions d'euros. Il prend une participation dans M6. Il entre au capital d'Air France KLM à hauteur de 9%. Il prend une participation dans l'opérateur de satellite Eutelsat. Et en 2024, coup de tonnerre, CMA-CGM rachète Altis Media, c'est-à-dire BFM TV et RMC pour 1,5 milliard d'euros. Alors pourquoi un armateur ferait ça ? Officiellement, la logique du groupe, c'est de construire un pôle média indépendant, baptisé plus tard CMA Media pour Why Not Media. Officieusement, beaucoup d'observateurs y voient aussi une manière pour l'un des hommes les plus puissants de l'économie française de se doter d'une caisse de résonance médiatique. Un phénomène qu'on observe d'ailleurs chez d'autres grands industriels en France et ailleurs dans le monde ces dernières années. C'est un point de débat légitime et il mérite d'être posé tel quel, plutôt que tranché. Est-ce qu'une diversification économique rationnelle ou une manière d'acheter de l'influence ? Sans doute un peu des deux, mais je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. En parallèle du volet médiatique, il y a un mouvement stratégique beaucoup plus cohérent avec le cœur de métier, la bascule vers la logistique. En 2024, CMA-CGM rachète la branche Bolloré Transport Logistique, 14 000 employés pour près de 4,8 milliards d'euros. Cette acquisition fait entrer dans le giron du groupe des clients d'un tout autre profil que ses clients historiques. Au lieu de transporter des conteneurs de produits industriels, CMA-CGM récupère une clientèle de luxe, de cosmétiques, de santé et encore d'aérospatial. Alors l'idée derrière tout ça, c'est le concept d'intégration verticale,
plutôt que de se concentrer sur faire naviguer des boîtes en métal d'un port à l'autre. Le groupe veut maîtriser toute la chaîne. Le bateau, le camion, le train, l'entrepôt et même, depuis 2021, l'aviation, donc avec des cargos, avec la création de CMA-CGM Air Cargo. Alors c'est une bascule de modèle qui rappelle toute proportion gardée ce que font les géants du e-commerce comme Amazon, ne plus être un simple prestataire d'un maillon de la chaîne, mais posséder la chaîne entière. Alors les 2 dernières années montrent bien à quel point le destin de CMA-CGM est désormais lié à la géopolitique mondiale. En 2025, Rodolphe Saadé est reçu dans le bureau ovale par Donald Trump et annonce vouloir investir 20 milliards de dollars aux États-Unis sur 4 ans pour développer des terminaux et des infrastructures logistiques. La même année, le groupe signe un partenariat de 100 millions d'euros avec Mistral IA pour intégrer l'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses métiers. Un pari sur la prochaine décennie et la prochaine technologie. Puis en 2026, le conflit entre l'Iran et les États-Unis avec le blocage du détroit d'Ormuz vient rappeler une réalité vraiment brutale. Quand on est l'un des plus gros armateurs du monde, on n'est jamais complètement à l'abri d'un choc géopolitique. Alors plusieurs navires du groupe se retrouvent bloqués dans le golfe Persique et certains escortés par la marine américaine essuient des attaques. Alors c'est un rappel utile, derrière des chiffres d'affaires énormissimes et les rachats spectaculaires, il y a un métier physique, exposé, vulnérable. Des marins, des cargaisons, des routes maritimes qui peuvent se fermer du jour au lendemain. C'est une réalité qu'il faut avoir conscience. Quand on prend du recul sur l'histoire de CMA-CGM, il y a 3 choses qui me marquent particulièrement. De 1, c'est une histoire de timing. La privatisation de 96, le sauvetage de 2009, le boom Covid de 2021, à chaque fois, le groupe s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment, avec la capacité de se décider rapidement. Ce n'est pas un hasard, c'est une caractéristique typique des entreprises familiales où une seule personne peut trancher en quelques jours, là où un grand groupe coté mettrait des mois de comité et de décision. Secondement, c'est une histoire de croissance externe assumée. À aucun moment CMA-CGM ne s'est construit patiemment un empire depuis zéro. Elle rachète, elle intègre, elle recommence. Une leçon qui vaut aussi bien pour un armateur que pour n'importe quel entrepreneur qui cherche à accélérer sa croissance. Et enfin, c'est une histoire de diversification à double tranchant. La logistique, ça se comprend, ça se prolonge. Le métier donc de base, les médias, c'est plus que discutable. Ça soulève de vraies questions sur la concentration du pouvoir économique et médiatique en France. Donc voilà pour cette première histoire. Si ce format vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et un commentaire sur un prochain sujet que vous voulez voir. Il y a vraiment plein d'entreprises françaises avec des parcours aussi dingues que ça. Donc j'ai plein de noms en tête, plein d'idées, mais n'hésitez pas à m'en donner. Et on se retrouve très vite pour la prochaine histoire. Ciao!